C'est désormais votre rendez-vous mensuel pour analyser et décrypter les faits qui ont marqué l'actualité au Gabon, en Afrique et dans le monde. Madame, Messieurs, bienvenue dans la rétro de l'actualité sur Gabon 24. Ici, on parle des faits vus et analysés par les journalistes de notre rédaction avec la participation d'experts, bien sûr. Et pour le menu de cette rétro de l'actualité, nous irons à Bruxelles, où les dirigeants africains et européens ont repensé leurs relations en retirant les forces Barkhane et Takuba du Mali. La capitale gabonaise n'a jamais aussi bien porté son nom, puisqu'à Libreville et partout au Gabon, les populations se sentent libérées des mesures de restriction en cours depuis 2 ans. La Cour constitutionnelle, quant à elle, était en perle, toujours au pays d'Ali Bongo Ondimba. La plus haute juridiction a commémoré ses 30 ans avec faste en ouvrant ses portes au public. Pendant ce temps, le gouvernement et le Parti démocratique gabonais ont fait peau neuve. En économie, l'Afrique centrale est sur les rails de la relance avec plusieurs rendez-vous stratégiques organisés. Et alors que le rapport 2019-2020 du programme d'analyse des systèmes éducatifs loue les efforts du Gabon en matière d'éducation, le gouvernement gabonais lui crée la polémique en parlant de la possibilité de rajouter une classe dans le cycle primaire. Les lignes bougent au Gabon en matière de réforme pour les droits des femmes. Le pays est toujours en quête de plus d'égalité entre les genres. Nous le verrons, la pollution plastique, toujours un défi pour la protection de l'environnement. Et alors que le monde a acté une résolution historique contre cette forme de pollution, l'on est en droit de se demander comment le Gabon s'organise pour la mise en œuvre de cette décision. Et entreprise du championnat national et élection à la présidence de la FEGAFOOT, le monde du football et du sport est en pleine effervescence au Gabon. Madame, Messieurs, voilà pour le menu, un programme alléchant et des chroniqueurs qui vont se succéder ici, aussi percutants les uns que les autres. La rétro de l'actualité, c'est maintenant. Nous parlons de politique. En ouverture de cette émission, l'une des fortes mesures prises lors du sommet Afrique-Europe est le retrait des forces Barkhane et Takuba du Mali. Après l'annonce de ce retrait, le président d'exercice de l'Union africaine a dit comprendre la décision. Nous retrouvons Louis-Philippe Badinga, rédacteur en chef à l'agence gabonaise de presse, juste derrière cet élément. Définitivement acté, le départ des forces militaires françaises du Mali dans le cadre d'un redéploiement dans la région du Sahel suscite plusieurs réactions, aussi bien en Europe que sur le continent africain. Les pays africains n'ont opposé aucune résistance à cette décision de la France de quitter le Mali, une décision qui pourrait pourtant créer un problème sécuritaire. On comprend donc que la rencontre de la veille entre Macron et les chefs d'État africains était juste destinée à informer ses dirigeants qui ne semblent pas être très dérangés par ce retrait. Confirmé dans une déclaration conjointe publiée par la France et les pays européens engagés au Sahel, cette décision intervient alors que les tensions sont vives entre Bamako et Paris depuis la prise de pouvoir au Mali par des militaires. Ce jeudi, à la suite de la déclaration d'Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse, le président sénégalais Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, s'est également exprimé en saluant le travail des forces militaires françaises dans le Sahel. Sur la question du retrait des militaires français du Mali, Macky Sall dit comprendre la décision de la France, assurant que les pays africains prennent acte de cette décision. Pour son homologue ivoirien Alassane Ouattara, le vide laissé par le départ du contingent français nécessite que les pays africains concernés par la menace terroriste accroissent des moyens dans la mobilisation de leur armée sur le terrain sécuritaire. Un élément qui portait la voix de Déoline Zoutsi. Louis-Philippe Badinga, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonjour Marielle. Bonjour Louis-Philippe. Et alors, ce retrait des forces Takuba, puisqu'il s'agit de cela, et de la force Barkhane, est-ce qu'il doit être vu comme un tournant majeur de la lutte contre le terrorisme au Sahel? Oui, certainement comme un tournant majeur dans la lutte contre le terrorisme, mais également un tournant dans les relations entre le Mali et la France, notamment. En réalité, la France n'avait pas le choix. Elle était obligée de partir vu que les autorités maliennes actuelles, justement, ne s'entendent pas avec les autorités françaises qui déjà ne les reconnaissent pas comme telles. Oui. Alors donc, ce départ était inévitable. En revanche, en ce qui concerne donc la lutte contre le terrorisme, nous sommes sans ignorer qu'il y a actuellement au Mali des forces russes. On parle beaucoup justement de ces mercenaires de Wagner. Voilà, donc ce sont des personnes qui sont également aguerries. Donc la question n'est pas tant celle de la lutte contre le terrorisme, parce que malheureusement, justement, la France a priorisé une lutte armée. Or, dans ce genre de situation, la véritable lutte, elle commence d'abord au sein des communautés, parce que ce sont des communautés généralement
paysannes, donc du monde rural, qui sont dépourvues déjà d'éducation souvent, j'ai envie de dire, dépourvues d'écoles. D'écoles. Au niveau économique, ce sont des zones généralement très pauvres. L'État n'est pas tellement présent. Donc en réalité, pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme dans ces zones, il faut pouvoir apporter déjà la présence de l'État. Or, oui. Cela n'a pas été le cas. Et là, comment ce retrait se traduit sur le terrain? La France disait que cela se ferait progressivement, mais qu'est-ce qu'on constate déjà? Bon, en réalité, les Maliens avaient demandé à la France de partir sans délai. Illico presto. Voilà, justement, mais ce qui n'est pas possible d'un point de vue logistique déjà. Donc, logiquement, la France va devoir déplacer ses principales bases donc, au Mali vers le Niger. Cela se fait naturellement par la route. Mais alors, le fait qu'on déplace même ces troupes du Mali, de Bamako pour Niamey ou du Mali pour le Niger, est-ce qu'on ne déshabille pas Paul pour habiller Jacques? Bon, de toutes les manières, nous sommes là dans le Sahel, et le Sahel, je le dis souvent, c'est comme un océan, c'est un grand océan. Donc, c'est des domaines très vastes, avec des pays comme le Mali qui ont un peu plus d'1 million de kilomètres carrés, donc c'est des espaces assez vastes. Mais en réalité, ce déplacement doit se faire non seulement par la route, mais aussi par les airs. Oui. C'est d'autant plus compliqué que nous sommes là justement dans des zones où il y a des conflits, mais avec des forces asymétriques. Aujourd'hui, le Mali, sans la présence militaire française, qu'est-ce qui va concrètement changer? Bon, en réalité, ce qui change, c'est que les Russes prennent pied au Mali. Mais en réalité, là aussi, il faut avoir un œil vers ce qui se passe en Ukraine, parce que je pense que le dénouement de la guerre en Ukraine va préfigurer ce qui va se passer également au Mali. Donc, si la Russie sortait renforcée d'Ukraine, je pense qu'elle prendra facilement pied au Mali. Si en revanche, la Russie est défaite, parce qu'il faut dire que les sanctions occidentales en ce qui concerne donc l'économie pourront mettre la Russie à genoux, et peut-être qu'au niveau du Mali, il pourrait y avoir également des légers changements. Une nouvelle géostratégie qui va s'installer au niveau du Mali. Louis-Philippe Badinga, vous restez avec moi et je vous propose de quitter le Mali et l'Afrique de l'Ouest en général et de revenir au Gabon. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, vient de lever l'ensemble des mesures restrictives liées à la riposte contre la Covid-19. Dans la foulée, il a remanié son équipe gouvernementale et renouvelé les instances du Parti démocratique gabonais. On l'écoute et on décrypte juste derrière. Conformément à mon engagement pris le 31 décembre dernier, et même avec un peu d'avance, je vous annonce la levée de l'ensemble des mesures restrictives en vigueur pour freiner l'épidémie de la Covid-19. Compte tenu de la situation sanitaire, celles-ci ne sont plus justifiées. Aussi, j'ai instruit le gouvernement de faire diligence pour que la levée de ces mesures et restrictions soit effective dans les meilleurs délais. Une communication gouvernementale aura rapidement lieu en ce sens. Elle contiendra l'ensemble des précisions nécessaires. Cette levée est le fruit de notre engagement commun, collectif, de notre capacité tous ensemble à transcender pour le bien collectif et d'efforts inédits de l'État au bénéfice des populations. Je tiens à réitérer à nouveau ma profonde gratitude et celle de l'ensemble de la nation à l'attention du personnel soignant, des forces de défense et de sécurité pour leur engagement constant dans cette crise sanitaire. Cette victoire conforte cette maxime que je ne cesserai de vous répéter. Ensemble, on est plus fort. L'union, première composante de notre devise nationale, est une valeur cardinale de notre pays que nous devons chérir, protéger et pérenniser. Elle est le socle de toute vie en société et une condition sine qua non au bon développement de notre pays. Louis-Philippe Badinga, des mesures effectives puisque le Conseil des ministres a entériné les mesures édictées déjà énoncées par le président de la République après 2 ans de restrictions. On peut dire enfin la fin. Oui, enfin la fin, même si les habitudes qui se sont incrustées il y a 2 ans ont la peau un peu dure, donc il y a des hésitations, mais en réalité, le discours du président est très clair. Déjà,
on voit les hésitations dans les lieux publics avec le port du masque, mais la réalité, c'est que cette décision du président de la République donc, tombe dans un contexte où les chiffres donc, en matière de Covid nous montrent bien que c'est la fin. Et qu'est-ce qui peut changer, Louis-Philippe Badinga? La reprise totale de la vie, on a la relance des activités donc de nuit, on a également l'arrêt de certaines restrictions dans les transports. Est-ce qu'on arrête également de porter le masque? Autant de choses qu'on aimerait comprendre. Oui, je pense que la première chose, déjà, c'est au niveau psychologique, parce que on a vécu pendant, on va dire, 2 années de stress, en réalité, avec toutes les informations les plus alarmantes les unes que les autres sur la Covid. Mais l'autre chose également, c'est ces secteurs de l'économie qui ont été complètement plombés par la crise sanitaire, et donc les mesures de riposte justement face à cette crise sanitaire. On pense directement à l'économie de la nuit, on pense à l'hôtellerie, au tourisme qui ont sérieusement souffert. Maintenant, est-ce que ces secteurs-là auront les moyens justement de pouvoir se relancer? Parce qu'à ce niveau, le gouvernement est encore muet, parce qu'on devrait, dans cette situation, peut-être financer cette relance. Oui, effectivement, financer la relance, comme on avait vu au début de la crise, où le gouvernement gabonais avait accompagné certains opérateurs économiques sur un plan purement politique, avec cette annonce d'Ali Bongo Ondimba, Louis-Philippe Badinga. Est-ce qu'on peut dire que le président serait-il déjà en train de préparer 2023? Bon, en tout cas, quand on voit cette décision, elle tombe à pic avec un agenda politique. Déjà, le 12 mars, justement, qui est la célébration de la création du PDG, le président donc devrait être réuni avec son état-major et donc tous les militants du PDG. Alors, la levée, j'ai envie de dire, de toutes les mesures restrictives permettent donc cette grande messe politique. Mais en réalité, nous sommes déjà effectivement rentrés dans un agenda politique qui nous amène vers les élections générales de 2023, parce qu'il faut le rappeler, elles seront locales, législatives et présidentielles. Louis-Philippe Badinga, vous faites bien de parler de la formation politique au pouvoir. On a également vu là un renouvellement des instances du Parti démocratique gabonais. Est-ce que ce fait-là ne vient pas conforter ce que je demandais, donc la préparation de 2023? Oui, effectivement, on a vu un renouvellement, donc une mise en ordre de bataille de l'appareil politique du PDG. Il y a eu d'ailleurs une incidence au niveau du gouvernement également, et au sommet de, on va dire, au sommet de l'État, donc à la présidence de la République. Nous observons un maillage, en réalité, qui correspond à un repositionnement également sur la carte. Donc, la carte du pays, qu'elle soit géographique ou politique. Et pour parler rapidement du remaniement du gouvernement, quelle est votre lecture avec le retour de certains doyens qui étaient partis, Fernand Monfumbi, je pense à Raphaël Ngazouzé, mais également l'entrée de certains démocrates avec Norbert Diramba? Oui, justement, ce gouvernement, on le sent, a été remodelé par rapport au contexte. Pendant très longtemps, on a la province de Langounié, par exemple, qui avait la plupart des membres du gouvernement sur l'axe Fougamou. Donc, il y a des vides qui ont été complétés. Mouila, par exemple, avec un acteur politique qui a une véritable base politique à Mouila, Jean-Norbert Diramba. Et oui, on a vu aussi Andende Yves Fernand Monfumbi, qui en réalité est la véritable figure du PDG donc, dans cette zone qui est passée de l'opposition, donc dans l'escarcelle du PDG. Bon, mais pour le reste, effectivement, il y a le retour d'un certain nombre de figures oubliées. Raphaël Ngazouzé, par exemple, voilà, qui revient au gouvernement, mais cette fois-ci plus comme ministre délégué, mais comme ministre plein. En réalité, ce gouvernement, justement, remplit donc cette mise en ordre de bataille. Merci à vous, Louis-Philippe Badinga, pour cette expertise. Merci. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à l'agence gabonaise de presse. Merci beaucoup. Ouais, c'est toujours un plaisir d'être là. Un plaisir partagé. Pour la suite, c'est une institution qui a contribué donc à l'édification de l'état de droit au Gabon. On l'a toujours vu trancher après des recours visant à contester les résultats de certaines joutes électorales. Cette année, la Cour constitutionnelle du Gabon a commémoré ses 30 ans. Écoutons le président de l'institution. On se retrouve juste derrière. 30 ans après, je peux me sentir soulagée de voir que les ambitions manifestées par nous, les participants à la conférence nationale,
cette ambition a été traduite dans les faits. Parce que la Cour aurait pu aussi connaître un autre sort, c'est-à-dire rester que sur du papier. Il y a bien d'autres institutions qui ont été créées à la conférence nationale ou quelques années après la conférence nationale, mais qui aujourd'hui ne sont que l'ombre d'elles-mêmes. Je suis heureuse de constater que nous avons pu faire quelque chose pour notre pays. Nous avons traduit dans les faits les aspirations des participants à la conférence nationale, c'est-à-dire du peuple gabonais, même s'il subsiste encore, et je le dirai jamais assez, quelques insuffisances qui méritent d'être comblées. C'est le rôle de tous les citoyens, y compris moi-même, d'améliorer justement l'état de notre démocratie. Mais je peux être fière de ce que, 30 ans après, nous avons non seulement bâti l'institution sur le plan juridictionnel, parce que le nombre de décisions, un peu plus de 3000 décisions rendues en 30 ans, non seulement sur le plan institutionnel, comme je le disais, jurisprudentiel, mais également sur le plan effectif, parce que ici, quand vous rentrez à la Cour, vous constatez que le siège de l'institution répond bel et bien à ce qu'on appelle la mère des lois, la colonne vertébrale de notre nation, la Constitution de la République gabonaise. Et Jean-Cyril Ndomenge et Sabrina Massima sont déjà avec moi sur ce plateau. Bienvenue à vous deux. Merci Marielle. On a constaté que pendant tout cet événement, vous avez élu domicile un peu du côté de la Cour constitutionnelle en nous faisant vivre au quotidien ces 30 ans de la Cour. Peut-être nous dire déjà, qu'est-ce que vous avez retenu, John Cyril? Les 30 ans de la Cour constitutionnelle devraient se célébrer justement parce que c'est la plus haute institution juridique du pays. Et après avoir traversé toutes ces années, on va commencer à partir de 1993. Oui. Il a fallu que cette jeune, à cette époque, institution, sinon nouvelle institution, se prononce à l'issue de cette élection présidentielle qui a été très importante et très décisive. Et très mouvementée. Justement, très mouvementée dans ce pays. On a également vu la Cour constitutionnelle en 2005, lors justement de l'élection de 2005, avec le regretté Pierre Mamboundou, qui était très très fort à cette époque, et justement en 2009 et en 2016, lors des présidentielles. Sabrina? Écoutez Marielle, c'est en substance, moi je retiens que la haute juridiction a tenu à ce que la population soit plus proche désormais justement de cette cour. On a vu Madame le Président de la Cour sous une autre facette, un peu plus détendue. Elle n'avait même pas son apparat qu'on connaît d'habitude. Elle était simplement vêtue, mais elle était correctement vêtue dans un apparat de circonstances, mais assez ouverte, qui répondait à toutes les questions, aussi bien des étudiants, des magistrats comme elle, des syndicalistes, tout le monde. C'était vraiment la Cour, mais à corps ouvert avec le grand public finalement, Sabrina. Très proche de sa population, des journées portes ouvertes. On en parlera tout au long de vos interventions. Et c'est bien que vous parliez du grand public, parce qu'on se pose toujours la question, qui est habilité à saisir la Cour constitutionnelle et à quelle occasion? Est-ce que c'est seulement pour les élections? Ça tombe bien, cette question a été posée lors des échanges avec Madame le Président de la Cour. Elle disait bien que tout le monde, citoyen, vivant, résident au Gabon, est habilité à saisir la Cour. Donc la loi concerne tout le monde. Donc n'importe quel résident au Gabon peut saisir, s'il se sent évidemment lésé ou s'il a l'impression qu'il y a une loi qui frôle ou qui vient... Comment dirais-je? Qui vient un peu froisser, qui vient un peu froisser, voilà, ses libertés. Comme on l'a vu avec le copie citoyen. Effectivement, il peut effectivement saisir la Cour. Effectivement. John Cyril, vous étiez plus du côté du colloque, ces 30 ans qui étaient célébrés également avec l'organisation de plusieurs tables rondes. On retient que la Cour a plusieurs missions. Il y a un rôle de contrôle de régularité des lois, mais il y a beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas de la Cour. Effectivement, Marielle, il faut le dire en commençant par le titre préliminaire qui, lui, est consacré au droit
du citoyen jusqu'au titre 11, il Oui. faut dire que les Là, prérogatives... on parle de la Constitution. Et effectivement, il faut dire que les prérogatives de la Cour constitutionnelle y sont parsemées. D'accord. Au-delà même des modifications que la Constitution a suivies au cours de son évolution, on veut dire au cours de ces 30 dernières années. Il faut dire que la Cour a pour mission, entre autres, la constitutionnalité des lois. Ça veut Oui. dire que la Cour a le droit, avant ou après promulgation d'une loi, de vérifier le caractère même constitutionnel d'une loi. Également, la Cour constitutionnelle a le droit, sinon a la mission d'interpréter une loi, d'interpréter la Constitution, Oui. si exactement il y a un doute ou une lacune, justement. Et c'est ce qu'on avait observé dernièrement lorsqu'il s'agissait de la vacance, lorsqu'on parlait de la vacance du pouvoir. On avait mis sur la table l'article 13 et on avait constaté que l'article 13 n'était pas complet. Il a fallu que la Cour constitutionnelle prenne ses responsabilités pour venir non seulement interpréter, mais compléter également la parce disposition. Que, voilà, la disposition n'avait pas la précision entre une indisposition temporaire ou définitive. Donc, il a fallu que la Cour prenne ses responsabilités pour justement venir apporter cette Et précision-là. nous voyons, John Cyril et Sabrina Massiba, que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire par rapport à ces 30 ans de la Cour constitutionnelle. On espère qu'on pourra, au cours d'une prochaine rétro de l'actualité, pourquoi pas, revenir sur ce sujet très passionnant. Sabrina Massima, vous allez m'excuser. Je suis obligée de vous remercier et merci vraiment d'avoir couvert pour Gabon 24 cette grande actualité, puisque la Cour constitutionnelle, on le sait, est la plus haute juridiction de l'État. On parle d'économie et Modeste Ocom va donc nous rejoindre sous peu à travers les conclusions des assises de son conseil d'administration. La Banque de développement de l'Afrique centrale, des États de l'Afrique centrale, a pris de nouveaux engagements en faveur de ce projet de développement dans la sous-région. Regardez. Sous format hybride, se sont succédés le conseil d'administration et l'Assemblée générale de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale sur convocation du ministre gabonais de l'économie et de la relance. Il était important pour nous de pouvoir marquer notre accord avec les propositions du comité de crédit parce que tous les dossiers qui ont été présentés, à l'exception d'un, ce sont des dossiers bancables que la banque va financer pour la poursuite de la mise en œuvre de leurs projets. Au terme de la rencontre, 8 projets pour une enveloppe de plusieurs milliards de francs CFA. Ce montant est un nouveau record car cela représente, en ce tout début d'année, plus de la moitié du volume de l'ensemble des engagements de l'exercice précédent. Je crois que le chiffre à retenir, c'est 193 milliards de francs CFA, qui est le montant de 8 projets de finance que la BDAC a reçu aujourd'hui et l'onction de conseil d'administration pour financer. Il s'agit de projets d'infrastructure, de projets d'intégration régionale, de projets agricoles, de projets industriels, etc., tout ce qui concourt au développement de la zone de la Sema. Avec ces nouveaux financements, la BDEAC porte ainsi ses interventions en faveur des projets intégrateurs à plus de 309 milliards de francs CFA, en dépassement de la promesse faite lors de la table ronde des bailleurs de fonds de Paris en novembre 2020. Et Modeste Ocom vient de me rejoindre sur ce plateau. Modeste, bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans ce plateau de la rétro de l'actualité. Plaisir partagé, Et Marielle. est-ce que vous êtes prête à parler de chiffres? Comme d'habitude, on Ça adore les tombe chiffres. bien, puisque dans le TAM, on parle d'une enveloppe globale de plus de 190 milliards qui a été débloquée par ce conseil d'administration. Autant d'argent pour quel projet et pour quel pays? Pour des projets intégrateurs, Marielle, on va même dire près de 200 milliards de francs CFA. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale réalise que la zone aura besoin d'aide. Il faut relancer les économies. Alors, on table sur 8 projets. Mais pour cette enveloppe, il y a 3 projets principaux. Donc, on a le projet de réhabilitation et d'équipement du chemin de fer Congo-Océan, République du Congo. On a le projet d'aménagement de la route à Kourna-Minam en République de la Guinée
Guinée équatoriale. Et puis, on a quand même un projet qui concerne le Gabon, donc l'extension de l'aéroport international de Libreville. Donc, vraiment des projets pour favoriser l'intégration dans la sous-région et pour marquer également le pas, parce que la banque le sait, il va falloir que les institutions financières se tiennent auprès des États en cette période de crise pour leur permettre de véritablement relancer leurs économies. Donc, une importante enveloppe, mais ce ne sera pas la dernière, certainement. Et d'une réunion à une autre, on parle également de celle des ministres, cette fois-ci de la CEMAC, avec une hausse de 5,59% du budget de l'Union des États de la sous-région pour 2022. Comment cela s'explique quand on sait qu'on est en période de crise? Période de crise, Marielle, tout ne va pas bien dans la zone. Donc, on l'a dit, la zone CEMAC, l'environnement, dans cette zone-là, l'environnement économique a fortement été perturbé, ça vous l'avez dit, par cette crise sanitaire. Donc, pour 2022, on va rehausser le budget. On parle de 94 milliards de francs CFA. Beaucoup d'argent, Modeste. Beaucoup d'argent pour des projets aussi importants que divers. Donc, on parle de l'élaboration de politiques communes dans les secteurs de support à la compétitivité, la mise en place d'un cadre réglementaire et institutionnel pour l'investissement de partenariats publics-privés, et puis la création quand même d'un observatoire du climat des affaires. Donc, vous comprenez que tout cela tourne autour des investissements, parce que c'est en investissant qu'on relance l'économie, et ça, la zone le sait. Mais seul bémol, Marielle, si on a l'impression que le budget, il est en hausse, il y a une réalité, c'est que la taxe communautaire d'intégration, elle ne suit pas. Tenez, par exemple, pour l'année 2021, elle a été recouvrée qu'à hauteur de 17% pour cette année-là. C'est peu. Les États doivent mettre la main en poche pour sortir les fonds, pour véritablement aider la CEMAC. Et ça, c'était l'appel du président de la commission de la CEMAC, le professeur Daniel Onaondo. Merci Modeste. On parle rapidement pour terminer de la 14e réunion de la FAO pour l'Afrique centrale avec un thème très évocateur, Modeste. Un thème évocateur, celui de libérer le potentiel de la jeunesse et des femmes pour rendre les systèmes alimentaires plus efficients, inclusifs, résilients et durables en Afrique centrale. C'est une couche importante, Marielle. Chaque année, dans la sous-région, des millions de jeunes rentrent sur le marché du travail. Seul bémol, il n'y a pas parfois adéquation formation emploi. Donc, ces jeunes, pour la plupart, vont dans le secteur agricole, dans les zones rurales. Seul bémol, ils ne sont pas convenablement payés ou les conditions ne sont pas réunies. Donc, la FAO se dit, il faut s'asseoir, il faut discuter pour trouver des stratégies, accompagner ces jeunes-là en misant, par exemple, sur la digitalisation de l'agriculture, qui est un moyen efficace pour faciliter les choses. Donc, cette réunion-là a sorti des stratégies, a sorti des solutions, et on verra ce qui sera dit à Malabo le mois prochain. Votre passion pour ces questions d'économie est contagieuse. Modeste Ocom, pour la chaleur, merci pour la chaleur que vous donnez à chaque fois à ce plateau de la rétro de l'actualité. C'est avec vous que nous refermons cette première partie de notre rétro-actu. L'éducation, la journée internationale des droits de la femme, l'environnement et le sport sont autant de sujets qui vont ponctuer la deuxième partie de cette émission. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Deuxième partie de votre rétro de l'actualité. C'est parti avec en ouverture l'éducation, la réorganisation du système éducatif du cycle primaire au Gabon, envisagé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, a été présenté et expliqué aux parents d'élèves. Le projet primaire plus justifié ici par le professeur Patrick Mugiama Daouda, alors qu'il occupait la fonction de ministre gabonais de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. On l'écoute et on se retrouve juste derrière. Pour mettre les enfants dans les meilleures conditions et pour essayer aussi d'autres systèmes qui marchent mieux que le système français. On s'est interrogé ici avec mes collaborateurs sur l'opportunité d'expérimenter. Et le mot est choisi à dessein, un système qui ferait en sorte que le premier cycle ne s'arrête pas à la 5e année, mais à la 6e année, un peu comme en Belgique. Et dans d'autres pays. Merci à Linda Ningon, spécialiste de ces questions d'éducation à Gabon 24, de nous rejoindre. J'espère que vous vous portez bien, Linda. Je vais bien, Marielle, merci. Mais alors, cette réforme, Linda Ningon, que retenir de primaire plus, une réforme qui fâche apparemment?
qui fâche, c'est selon, mais il faut dire que Primaire Plus a été jugé par certains médias comme une réforme ambitieuse, bien qu'impopulaire dans le monde éducatif. Il faut dire que selon les dernières informations qu'on a eues ici par rapport au discours du ministre, il revient qu'en fait, il ne s'agissait pas d'une classe intermédiaire au premier degré, en fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de la création d'une classe entre la 5e année et la 6e, mais il s'agissait par contre d'une classe transitoire entre la 5e année et le collège. Et là, je pense que le professeur a bien détaillé. Il a pris l'exemple en Belgique et dans d'autres pays où le système est déjà présent, c'est-à-dire que le système a fait ses preuves. Donc, en allant plus loin, on comprend qu'au niveau du primaire, il ne sera plus question de nous arrêter au niveau de la 5e année, mais qu'il y aurait eu, je préfère dire aurait eu, parce que je ne sais pas si la réforme sera finalement... Qu'il pourrait y avoir, ce n'est pas mieux, une 6e année qui permettrait comme ça de mieux préparer l'enfant au collège. Et dans ce cas, le collège ne commencerait plus par la 6e, mais par la 5e ou la 4e. C'est selon l'organisation qui devrait être définie par cette commission-là. Une réforme en tout cas qu'on aura du mal à comprendre, puisque déjà on était passé de 6 classes pour le cycle primaire à 5 classes au niveau du Gabon. En tout cas, le gouvernement aura certainement l'occasion de mieux se concerter avec les partenaires sociaux pour valider cette réforme. Heureusement, Linda Ningon, pour le secteur, le classement PASEC vient redorer l'image du Gabon, puisque le pays occupe la 2e place. Qu'est-ce qui a permis au Gabon de se distinguer et d'occuper ce rang? Alors, selon le PASEC, il faut déjà définir ce que c'est. C'est le programme d'analyse du système éducatif du Confemel. Alors, ce programme a mené sur 1 ou 2 ans une étude dans ces différents pays membres. Et de cette étude, il ressort que dans les pays membres, les pays qui maîtrisent le mieux la langue d'apprentissage et les mathématiques, eh bien, le Gabon se classe en 2e position. Après le Burundi, cela part d'un constat, d'une étude qui a été menée par les experts de l'éducation. Et cette étude révèle justement qu'au niveau des apprentissages, au niveau du primaire, je parle de la première année en 5e année, au Gabon, on maîtrise mieux la langue d'apprentissage. Et il faut préciser que notre langue d'apprentissage, c'est le français. Donc, on maîtrise mieux le français. Et cette maîtrise de la langue française facilite la compréhension des apprenants dans la mathématique et tout ce qui a trait avec les sciences. C'est ce qui pourrait expliquer en fait le classement, la position du Gabon par rapport aux autres pays. Mais si le Burundi est devant nous, c'est parce que le Burundi en fait n'a pas la langue française comme langue d'apprentissage. Elle a sa langue locale, c'est la langue qui est enseignée dans les établissements primaires jusqu'en 4e année. Et on va voir que selon le rapport, à partir de la 5e année, c'est la langue française qui est utilisée au Burundi comme langue d'apprentissage. Et à ce moment, le Gabon passe en premier devant le Burundi parce que c'est finalement en 5e année que les petits Burundais vont flirter avec la langue française. Ça va un peu jouer sur leurs résultats et ça va un peu permettre au Gabon de prendre le devant de la scène. Donc, on retiendra de cette étude que plus on maîtrise une langue, plus c'est d'autres langues d'apprentissage, plus les enfants sont à même de mieux comprendre les mathématiques, donc d'avoir des meilleures performances. Merci à vous, Linda Ningon, pour votre professionnalisme. On vous retrouvera très vite, certainement, puisque l'éducation, on le voit, au Gabon était secteur à rebondissement. À très vite alors, Linda. À très vite, Marielle. Le Gabon qui a engagé un vaste programme de réforme de son arsenal juridique. Le Code civil et le Code pénal ont donc été passés au peigne fin pour intégrer des dispositions en faveur des femmes. Et dans la foulée, le pays d'Ali Bongo Ondimba a promulgué une loi contre les violences faites à ces dernières. Autant de réformes qui permettent au Gabon de se démarquer dans sa marche pour les droits de la femme. Regardez. Le Gabon se singularise positivement. C'est en ces termes que le représentant de la Banque mondiale a présenté le rapport d'une étude menée sur les femmes, son environnement de travail et ses droits. En effet, l'égalité juridique est le premier pas vers une véritable égalité des sexes, car cet aspect tient compte de plusieurs contours tels que la mobilité, la rémunération, l'entrepreneuriat, la retraite, pour ne citer que cela. Le Gabon est le pays qui a le plus réformé en matière d'égalité du genre dans le monde. C'est vraiment ce que nous avons à retenir aujourd'hui. Nous avons remarqué que les femmes avaient déjà beaucoup elles étaient quand même égalitaires. Entre Madame le Premier ministre, beaucoup de membres du gouvernement sont des femmes. Donc, à notre avis, ce qui s'est passé cette année est tout simplement que le corpus juridique a un peu rattrapé la réalité de la femme gabonaise. Et ça, nous en sommes ravis, parce qu'il est important que le droit et la réalité fassent miroir et non pas que l'un soit décalé par rapport à l'autre. Selon les experts dans le monde, les femmes n'ont que 3/4 des droits reconnus.
et le dit rapport évoque précisément 76,5 sur 100. Le Gabon est le premier pays réformateur parmi les 23 pays qui ont amélioré leurs lois en 2021. Les dites lois résultantes d'une tournée interprovinciale ont été présentées et défendues à l'Assemblée nationale qui les a validées. Dans les réformes, il y a également une réforme sur les délais d'allongement des naissances qui passe donc de 3 jours à 15 jours. Il y a également des réformes sur l'interruption volontaire de grossesse. Il y a des réformes sur l'augmentation de l'âge nubile, donc qui passe à 18 ans. Donc on ne peut se marier qu'à partir de 18 ans. Donc ce sont des lois qui sont très riches. Donc distinctement, il y a une loi portant sur les violences faites aux femmes, il y a une loi qui réforme le Code civil dans sa partie mariage et dans l'état civil du Code civil. Et il y a également une loi qui réforme le Code pénal. Donc il faut implémenter toutes ces lois dans toute l'étendue du territoire pour qu'elles puissent être appliquées. L'égalité des sexes, telle que présentée par le Fonds monétaire international, est une décision économique intelligente qui conduit à des lois fortes qui produisent à leur tour des économies fortes, et cela passe par une autonomisation financière de la femme sans distinction de rang social. Il faut que nous investissions pour les impliquer. Il faut que les femmes participent. Il faut que les femmes participent dans l'analyse des données. Il faut que les femmes participent à la récolte. Il faut que les femmes participent dans les processus de décision. Il faut que les femmes s'engagent avec les associations, avec les institutions, dans la politique aussi. On veut voir plus de femmes dans la politique, comme votantes, mais aussi comme candidates. Il faut aussi investir plus dans l'éducation, dans la formation professionnelle. Il faut investir plus pour les transferts de technologies aux femmes. Rappelons que les femmes, l'entreprise et le droit présentent un indice structuré des étapes de la vie professionnelle d'une femme. L'indice couvre 190 économies et permet au Gabon d'obtenir un score de 82,5 sur 100, une note supérieure à la moyenne de la région de l'Afrique subsaharienne qui est de 71,5. Gabrielle Ratanga qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bienvenue Gabrielle. Merci Marielle de me recevoir. Alors c'était le 8 mars, comment avez-vous vécu cette journée des droits de la femme en tant que femme? Assez particulière, on constate qu'il y a certaines avancées, même si beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire et peut-être l'occasion, Gabrielle, de nous édifier sur les difficultés que l'on peut encore noter pour l'édition 2022 de cette journée internationale des droits des femmes, mais également sur les avancées qui ont été apportées, surtout au niveau du Gabon. Alors, il faut dire que pour l'édition 2022, la thématique était justement l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, comme pour dire, Marielle, que les femmes, mais aussi les jeunes filles ont leur partition à jouer. D'ailleurs, certaines ont commencé, même si on observe certaines restrictions, c'est d'ailleurs ces restrictions qu'il faut changer si l'on veut un monde égalitaire pour un avenir durable. Alors, selon le rapport Les femmes, l'entreprise et le droit 2022 de la Banque mondiale, qui a d'ailleurs été présenté, comme nous l'avons suivi dans le reportage au cours d'une conférence de presse conjointe, environ 2,4 milliards de femmes en âge de travailler ne bénéficient pas de l'égalité des chances économiques. C'est énorme, Marielle Biogou. Alors toutefois, pour le rapport, la Banque mondiale révèle justement que malgré les effets disproportionnés de la Covid-19 sur la vie et les moyens de subsistance des femmes, 23 pays ont réformé leurs lois en 2021 et le Gabon se distingue avec des réformes complètes de son code civil et la promulgation d'une loi sur l'élimination des violences faites à l'égard des femmes. Ces modifications ont d'ailleurs donné aux femmes donc plusieurs possibilités d'obtenir justement un emploi sans l'autorisation de leur mari. Le Gabon a accordé aux épouses des droits égaux s'agissant des... femme qui devient par exemple chef de famille également. Bien évidemment, s'agissant des biens immobiliers, le pays a adopté la législation protégeant les femmes contre les violences domestiques et d'autres réformes qui ont permis d'ailleurs aux femmes d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur époux. Autant d'avancées que l'on salue, même si l'on sait que beaucoup de choses, comme je le disais à l'entame, restent à faire justement pour l'inclusion financière des femmes dans l'entrepreneuriat et bien d'autres secteurs d'activité. La femme Gabrielle, c'est également le digital. Avec vous, on parle de la JFD qui est le mouvement de l'innovation au féminin et qui, à travers le prix Les Margaret, a encore primé des femmes, des distinctions parmi elles
une Gabonaise, Ariane Akere. Peut-être nous en parler. Alors, on ne le dira jamais assez, Marielle Biogou, la JFD, un mouvement international, journée de la femme digitale qui a instauré d'ailleurs en son sein le prix Les Margaret lancé en 2013. Rappelons également que c'est grâce à la contribution de Margaret Hamilton, directrice de la division Software Engineering, qui a développé un logiciel. Et par rapport à ce logiciel, elle a permis à un homme d'arriver pour la première fois sur la Lune. Vous voyez combien de fois la femme avec grand F est en tout. Alors, à travers le prix, la JFD, cette organisation soutient donc la croissance, mais aussi le rayonnement de la femme à travers des start-up, des initiatives d'entreprise. Le Gabon, comme nous le disions déjà, s'est vu également valablement représenté par Ariane Akere. Elle est donc cofondatrice et CEO de SAPEI. Il s'agit d'une solution de paiement de masse de salaire, de pension, de bourse de primes et de frais de mission via mobile money. Et à travers ce projet, elle entend justement renforcer l'inclusion financière des salariés, faciliter l'accès à l'heure due et amoindrir la charge de travail des agents techniciens. À côté d'Ariane Akere, Marielle, il y a eu Maïlis Kouakwa, 13 ans, nommée dans la catégorie Junior Afrique avec le projet Sensibiliser les adolescents aux dangers d'Internet grâce au gaming. Malheureusement, cette dernière n'a pas pu obtenir assez de voix pour accéder à l'estrade. Merci beaucoup Gabrielle Ratanga pour toutes ces précisions et on imagine qu'avec ces deux jeunes femmes, il y a plusieurs autres qui se greffent au niveau du Gabon puisque le domaine de l'innovation est aujourd'hui davantage prisé par les femmes. Merci beaucoup Gabrielle Ratanga de porter haut la voix des femmes sur ce plateau de la rétro de l'actualité. C'est avec plaisir que je le fais. Et c'est une autre femme de la rédaction de Gabon 24 qui prendra votre place pour nous parler cette fois des questions d'environnement. Les chefs d'État, les ministres de l'Environnement et d'autres représentants de 175 nations ont approuvé à Nairobi au Kenya lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement une résolution historique visant à mettre fin à la pollution plastique et à élaborer un accord international juridiquement contraignant d'ici à 2024. Comment le Gabon s'organise pour lutter à son niveau contre la pollution plastique? Le regard de Marie-Pascale Mouissi qui nous rejoint juste derrière. Au Gabon, les lois ne manquent pas en matière d'interdiction de plastique non dégradable et polluant. Pourtant, sur le terrain, le combat ne semble pas gagné d'avance. Les déchets plastiques peinent à trouver une fin malgré les politiques actuelles. Une situation qui, selon le coordinateur de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, section Gabon, est loin d'avoir une issue favorable. Que l'on soit dans les zones urbaines ou dans les zones humides, on retrouve encore beaucoup de sachets plastiques polluants, des sachets plastiques non biodégradables à usage unique. Donc il y a là encore beaucoup de travail à faire, que ce soit au niveau de l'applicabilité des lois existantes. Les initiatives pour mettre fin aux déchets plastiques sont nombreuses. Le PACJA, comme bien d'autres ONG, mise sur plusieurs transformations, outre la sensibilisation. Nous faisons aussi des activités de recyclage, de réutilisation, de valorisation des déchets plastiques. Aujourd'hui, il y a pas mal d'organisations de la société civile qui sont engagées, par exemple, dans la transformation des pavés à base de déchets plastiques. Nous, par exemple, nous fabriquons des objets artisanaux à partir des pneus, à partir des bouteilles plastiques. Depuis quelques années, les actions en faveur de la gestion des déchets plastiques se multiplient dans le pays. À la zone spéciale économique d'Unkok, une usine de recyclage de plastique a même été inaugurée en 2021. Le plastique reste toutefois un danger pour la planète. L'un des enjeux de la dernière Assemblée des Nations Unies sur l'environnement était pour les États de parvenir à mettre fin au plastique. Marie-Pascale Mouissi, Dame Environnement de Gabon 24, est déjà avec moi sur ce plateau. Marie-Pascale, bienvenue dans ce plateau de rétro de l'actualité. Merci, Madame Yogo. J'espère que vous vous portez mieux que la planète, en tout cas. Ça va de mieux en mieux, la planète ira bien un jour. On espère, Marie-Pascale, puisque ce sont 460 millions de tonnes de plastique produits en 2019. Avec cette décision des Nations Unies pour l'environnement, on a envie de dire enfin la fin du plastique.
La fin du plastique, je dirais non, parce que nous sommes très dépendants du plastique. Le traité sera adopté en 2024. Il va tenir compte de certaines réalités, par exemple, des réalités concernant les pays et les spécificités de chaque pays. Et il y aura aussi un accompagnement financier pour les pays en voie de développement, on va dire les pays moins développés. À revenus intermédiaires ou moins développés, comme vous l'avez dit, moins avancés, les PMA. Le Gabon, leader africain de la protection de l'environnement, quelle stratégie de lutte contre cette pollution plastique? Oui, le Gabon excelle en matière environnementale à l'échelle internationale, c'est très bien. Mais en ce qui concerne la question de la pollution, les choses traînent beaucoup. Et surtout la pollution plastique. Depuis 2010, le Gabon a interdit l'usage des plastiques non biodégradables. C'est-à-dire que tout plastique qui n'est pas biodégradable sur le territoire est interdit. Mais lorsqu'on fait le constat, on se rend compte que les choses n'avancent pas. La politique est là, mais l'applicabilité traîne. C'est comme si cette loi était restée lettre morte, puisque le constat prouve le contraire. Oui, et les lois, il y en a au Gabon. Il y a plusieurs lois qui vont dans la décision de pouvoir mettre fin à l'usage du plastique. Mais sur le terrain, c'est assez difficile. Vous savez, nous sommes très dépendants du plastique, que ce soit dans les ménages, que ce soit même dans les véhicules, dans l'industrie. Le plastique est très présent dans le quotidien des Gabonais, même à l'échelle internationale. Donc, il serait difficile de mettre fin au plastique. Peut-être espérer migrer vers certains plastiques qui sont biodégradables. Et là encore, l'État a mis des politiques, mais sur le terrain, c'est difficile de trouver encore que les gens migrent vers le plastique biodégradable. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres alternatives au niveau du Gabon, par exemple, comme le recyclage? Oui, justement, en parlant de recyclage, il y a des ONG qui se sont beaucoup lancées dans le secteur du recyclage, avec les pneus, les bouteilles plastiques. Mais il faut comprendre que ce n'est pas seulement la gestion du plastique n'incombe pas seulement à l'État. Outre les ONG, il y a la responsabilité du citoyen, c'est-à-dire l'incivisme. L'incivisme est, on va dire, en partie responsable de la prolifération du plastique dans notre pays. Merci à vous, Marie-Pascale Mouissi, de nous éclairer sur toutes ces questions de plastique, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur ces cas de pollution plastique? Oui, il faut ajouter que le Gabon, qui met déjà beaucoup de lois et autres arrêtés en ce qui concerne la protection de l'environnement, en 2021, l'État gabonais a inauguré une usine de recyclage de plastique à la zone spéciale économique Nekok. Elle est rentrée en activité et depuis 2021, les choses vont bon train et on constate qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont sur le terrain pour collecter ce plastique-là pour, on va dire, un recyclage. Mais là encore, il faut parler du tri des déchets ménagers qui posent problème et qui est l'un des problèmes dans la gestion du plastique au Gabon. On comprend que la question de la gestion du plastique, elle est entière puisque ça part de la production au tri jusqu'au recyclage. Merci beaucoup, Dame Environnement de Gabon 24, Marie-Pascale Mouissi. Merci de nous communiquer votre amour pour la planète qui est en principe une affaire de tous. Et on parle de sport pour la boucle de cette rétro de l'actualité avec le ministre gabonais des Sports et de la Jeunesse qui a tenu une réunion ce 11 mars avec la commission de suivi et évaluation de la Task Force nationale football D1 et D2. Une rencontre qui intervient alors que le gouvernement a levé toutes les mesures restrictives liées à la Covid-19, dont la suspension des sports collectifs. Regardez. La suspension des sports collectifs sur le plan national ne semble désormais être qu'un lointain souvenir. Après près de 2 ans sans compétition, l'arrêté numéro 0204/PM du 4 novembre 2020 interdisant la pratique des sports collectifs en son article 4 a été levé. Tel un phénix, le sport renaît ainsi de ses cendres au Gabon. Cette levée par le chef de l'État des mesures restrictives, eh bien, lui-même m'a instruit, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, au Conseil des ministres, m'a instruit instamment de faire redémarrer le championnat national de football professionnel. Selon ses propos, je le cite, le plus tôt possible. C'est dans cette optique que le ministre gabonais des Sports et de la Jeunesse s'est entretenu avec la commission de suivi et évaluation de la Task Force nationale football D1 et D2. L'objectif affiché est clair, la reprise dans les plus brefs délais des championnats de première et deuxième division. Le gouvernement est prêt. Nous avons, sur la base du travail que la commission aussi a fait, sur la base du travail que les premiers responsables du football gabonais, en tête des lieux, le président de la FEGAFOOT, en tête des lieux, le président de la LINAF, en tête des lieux, le président de la Task Force aujourd'hui et le ministère des Sports, nous avons travaillé sur le budget. Ils sont là, je parle sous leur contrôle. Et ce budget a été transmis au gouvernement
en temps et en heure. Selon les autorités en charge du football, il faudra remplir certaines conditions pour rendre effective cette reprise du championnat national, notamment la dette sociale, le format des compétitions entre autres. Rodney Ovono, chef du desk sport de la rédaction de Gabon 24, vient de me rejoindre. Merci à Rodney. Merci Marielle. Et on espère que ce sera assez sportif cet échange avec vous, puisque la levée des mesures restrictives liées à la Covid-19, à la lutte contre la Covid-19, touche également le monde du sport qui était à l'arrêt depuis 2 ans. Alors il faut dire que le Gabon, les populations gabonaises attendaient la levée des mesures restrictives liées à la Covid-19, mais les sportifs également attendaient la levée de l'arrêté 0204/PM du 4 novembre 2020 qui interdisait la pratique des sports collectifs sur l'étendue du territoire gabonais. Désormais, c'est chose faite, cet arrêté a été levé et aujourd'hui, au journal officiel, désormais, la pratique du sport est recommandée et autorisée. Donc, il faut dire que les différentes fédérations, donc les 24 fédérations que compte le Gabon, devraient s'atteler maintenant pour la relance des activités sportives. Et on a vu le ministre Franck Guéma qui a réuni la task force du championnat national. Est-ce à dire que le championnat peut reprendre même demain, Rodney? Malheureusement, non. Le championnat reprend sous certaines conditions. Il faut dire qu'il y a cette fameuse dette des joueurs. Il y a 800 joueurs de première et deuxième division qui attendent les arrêts de 2016, 2017, 2018, 2019. Oula. Donc, il faut dire que c'est quand même long. Et ensuite, il y a la situation sanitaire. Ouais. Il y a quelque temps, le ministre des Sports parlait de la vaccination. Mais désormais, les mesures étant levées, la question est de savoir est-ce que les sportifs vont se faire vacciner. C'est une réflexion qu'il faudra mettre en place. Ensuite, le ministre des Sports a évoqué la saison 2021-2022. Et cette saison-là doit s'achever en juillet. Donc, dès juin-juillet, le Gabon devrait fournir les 2 représentants en Coupe d'Afrique. Est-ce qu'on sera dans un championnat ou dans un semi-championnat? Maintenant, c'est la question aussi que tout le monde se pose. Est-ce qu'on sera dans un semi-championnat, dans un format play-off ou dans un format à poule unique ou à 2 poules? Ce sont des questions qu'il fallait soulever. Désormais, le ministre des Sports a mis la responsabilité sur chaque département, sur chaque entité qui rentre dans le cadre de l'organisation du championnat national. Donc, dans quelques semaines, nous devrions avoir des réponses. Et la CAF qui a récemment interdit la participation à ces différentes compétitions au pays ayant des championnats à l'arrêt. Est-ce que ça n'a pas été un moyen de pression pour le Gabon? C'est aussi une pression parce que, disons, la CAF n'a pas officiellement indexé le Gabon, mais la CAF parlait des pays ou des associations sportives qui n'avaient pas de championnat depuis 1 an. Et le Gabon n'a pas de championnat depuis 2 ans. Ouais. Donc, la CAF a juste dit dans les plus brefs délais. Maintenant, quels sont ces délais-là? Pour le moment, le Gabon va mettre en place son championnat et on espère pour les fans et pour toutes ces personnes-là qui aiment le sport au Gabon que les championnats des différentes fédérations reprennent. Élection à la Fédération gabonaise de football, elle fait couler beaucoup d'encre et de salive. Déjà, Rodney Ovono, on a vu Jérôme Efonzolo qui est le premier candidat déclaré à cette course. Quels sont les atouts dont il dispose? Alors, Jérôme Efonzolo se présente de nouveau parce qu'il faut dire qu'en 2018, il était arrivé 2e, celui-là qu'on appelait le novice, et finalement allé au 2e tour face à Pierre-Alain Mungengui qui avait rebeloté pour un second mandat. Oui. Jérôme Efonzolo aujourd'hui a estimé avoir appris de ses erreurs, appris du passé. Il a clairement indiqué que pour le moment, il n'allait pas dévoiler ses stratégies parce que c'est peut-être cela qui a coûté à Jérôme Efonzolo la présidence de la Fédération gabonaise de football il y a 4 ans. Désormais, il dit qu'il est prêt et la seule chose qui intéresse Jérôme Efonzolo, c'est la tête de la Fédération gabonaise de football. En tout cas, pour le prochain président, il aura la lourde tâche de redorer finalement l'image de cette Fégafoot entachée par cette affaire Capelloguet. On aura l'occasion d'en reparler, Rodney Ovono, sur un prochain plateau de la rétro de l'actualité. Merci d'avoir été avec nous, Rodney. Merci d'avoir été avec nous, chers téléspectateurs, dans la rétro de l'actualité, vue, analysée et décryptée par les journalistes de Gabon 24. Des experts également, lui, Philippe Badinga, était avec nous. Merci à l'ensemble donc de la rédaction de Gabon 24 qui a préparé avec moi cette émission rétro de l'actualité. À la prochaine.